Au tournant du premier millénaire, dans les terres froides du nord de l'Europe, une bataille décisive allait façonner l'avenir de la Suède. Cette confrontation, connue sous le nom de bataille de Fyrisvellir, opposa deux figures légendaires de l'ère viking. Éric le Victorieux, roi de Suède, et son neveu Styrbjörn le Fort, qui s'était allié avec les Danois pour s'emparer du trône. Ce qui rend cette bataille particulièrement remarquable, c'est la manière dont Éric, malgré son infériorité numérique, parvint à triompher grâce à une ruse audacieuse qui entra dans les annales de l'histoire scandinave. Cette histoire nous montre comment l'intelligence et la stratégie peuvent l'emporter sur la force brute, un thème récurrent dans les sagas nordiques, mais rarement illustré avec autant de brio que lors de cette journée mémorable sur les plaines de Fyrisvellir. Pour comprendre la bataille de Fyrisvellir, il nous faut remonter aux origines de la dynastie des Munsö, qui régnait sur la Suède à cette époque. Le roi Björn Ironside, fils du légendaire Ragnar Lodbrok, avait établi cette lignée qui allait dominer la politique suédoise pendant des décennies. Björn eut plusieurs fils, dont Olof, qui devint roi après lui. Olof, à son tour, eut deux fils, Éric et Björn. Éric, surnommé plus tard le Victorieux, était l'aîné et l'héritier désigné du trône. Son frère cadet Björn était également destiné à régner, mais sur une partie plus modeste du royaume. C'est ici qu'intervient un personnage crucial dans notre histoire, Styrbjörn, le fils de Björn, et donc neveu d'Éric. Dès son plus jeune âge, Styrbjörn se distingua par son ambition démesurée et sa soif de pouvoir. Les sagas le décrivent comme un guerrier exceptionnel, grand et fort, doté d'un charisme qui attirait les hommes à lui. Selon les chroniques, il aurait combattu aux côtés de son père dès l'âge de 12 ans, montrant un talent naturel pour le combat et la stratégie militaire. La relation entre Éric et Styrbjörn était complexe. D'un côté, Éric reconnaissait les qualités de son neveu et le traitait avec une certaine bienveillance. De l'autre, il percevait en lui une menace potentielle pour son propre pouvoir et pour celui de ses descendants. Cette tension larvée allait finir par éclater lorsque Styrbjörn atteignit l'âge adulte. La première étape du conflit eut lieu lorsque Styrbjörn revendiqua sa part du royaume. Selon les coutumes nordiques, il était en droit d'exiger des terres et des sujets. Éric, réticent à partager son pouvoir, lui offrit un territoire modeste dans le sud du royaume, espérant ainsi satisfaire ses ambitions sans compromettre son autorité. Mais Styrbjörn n'était pas du genre à se contenter de peu. Il exigea davantage, menaçant de prendre ce qu'il considérait comme son dû par la force si nécessaire. Face à l'intransigeance de son neveu, Éric prit une décision qui allait avoir des conséquences désastreuses. Il bannit Styrbjörn de Suède. Cet exil forcé ne fit qu'attiser la haine et la détermination de Styrbjörn, qui jura de revenir un jour pour s'emparer du trône qui, selon lui appartenait de droit. Chassé de Suède, Styrbjörn se réfugia d'abord chez les Varegs, ces guerriers scandinaves qui servaient comme mercenaires dans l'Empire byzantin. Là, il acquit une expérience militaire précieuse et se forgea une réputation de guerrier redoutable. Mais son objectif restait le même, retourner en Suède et détrôner son oncle. Pour atteindre ce but, Styrbjörn avait besoin d'alliances puissantes. Il se tourna naturellement vers le Danemark, voisin et rival traditionnel de la Suède. À cette époque, le Danemark était gouverné par le roi Harald Dantblø, un souverain ambitieux qui cherchait à étendre son influence sur la région scandinave. L'alliance entre Styrbjörn et Harald fut scellée par un mariage stratégique. Styrbjörn épousa Thyri, la fille du roi danois, consolidant ainsi leur pacte. En échange de son soutien militaire, Harald exigea que Styrbjörn lui cède des territoires suédois s'il parvenait à conquérir le trône. Avec l'appui des Danois, Styrbjörn commença à rassembler une armée imposante. Des guerriers de tout le Danemark et de Norvège répondirent à son appel, attirés par la promesse de richesse et de gloire. Bientôt, Styrbjörn disposait d'une force de plusieurs milliers d'hommes, bien supérieure à ce que le roi Éric pouvait espérer mobiliser. Pendant ce temps, en Suède, Éric n'était pas resté inactif. Informé des préparatifs de son neveu, il prit des mesures pour renforcer sa position. Il s'assura du soutien des nobles et des chefs locaux en distribuant des terres et des privilèges. Il fit également fortifier les points stratégiques du royaume, notamment autour d'Uppsala, le centre politique et religieux de la Suède. Mais Éric savait que, malgré ses efforts, il serait en infériorité numérique lorsque Styrbjörn débarquerait avec son armée danoise.
Il lui fallait donc un autre avantage, quelque chose qui pourrait compenser sa faiblesse militaire. C'est dans cette optique qu'il commença à élaborer un plan audacieux, une ruse qui allait devenir légendaire dans les sagas nordiques. Au printemps de l'an 984 environ, la flotte de Styrbjörn longea les côtes suédoises. Des centaines de navires transportant des milliers de guerriers débarquèrent près de l'actuel Stockholm. L'armée se dirigea rapidement vers Uppsala, déterminée à affronter Éric et à s'emparer du trône. Éric, informé de l'approche de l'ennemi, rassembla ses propres forces. Il ne disposait que d'environ 2000 guerriers, bien moins que les 6000 hommes que Styrbjörn avait amenés avec lui. Cette disparité numérique rendait une confrontation directe extrêmement risquée pour le roi suédois. C'est à ce moment qu'Éric mit en œuvre la première partie de son plan. Il envoya des émissaires à Styrbjörn proposant de négocier les termes de sa reddition. Styrbjörn, confiant dans sa supériorité militaire, accepta de rencontrer les représentants de son oncle. Lors de cette rencontre, les émissaires d'Éric jouèrent un rôle crucial. Ils feignirent la peur et la soumission, affirmant que leur maître était prêt à abdiquer en faveur de Styrbjörn. Ils suggérèrent que la bataille pourrait être évitée si Styrbjörn acceptait de se rendre au temple d'Uppsala pour y être officiellement reconnu comme roi par les prêtres. Styrbjörn, flatté par cette proposition et désireux de légitimer sa prise de pouvoir, accepta. Il fixe une date pour la cérémonie, ignorant qu'il tombait dans le piège tendu par son oncle. Pendant ce temps, Éric préparait secrètement son armée pour la bataille. Il savait que Styrbjörn et ses hommes se rendraient au temple d'Uppsala en traversant les plaines de Fyrisvellir, un terrain marécageux et difficile d'accès. C'est là qu'il décida de tendre son embuscade. Le plan d'Éric était simple mais efficace. Il divise ses forces en 3 groupes. Le premier, composé de ses meilleurs guerriers, se cacherait dans les marais de Fyrisvellir. Le second, plus petit, se tiendrait en réserve sur une colline voisine. Le troisième, quant à lui, serait chargé d'allumer des feux à plusieurs endroits stratégiques pour donner l'impression que l'armée suédoise était beaucoup plus nombreuse qu'elle ne l'était en réalité. Éric savait également que les Danois, peu habitués au terrain suédois, seraient désavantagés dans les marais. Il comptait sur cette connaissance locale pour compenser son infériorité numérique. Le jour fixé pour la cérémonie arriva. Styrbjörn et son armée se mirent en route vers Uppsala, confiants et célébrant déjà leur victoire imminente. Les guerriers danois, lourds et équipés pour un combat en terrain ouvert, avançaient difficilement dans les marais de Fyrisvellir. C'est alors qu'Éric déclencha la première phase de son plan. Des feux s'allumèrent sur les collines environnantes, donnant l'impression qu'une immense armée suédoise se préparait à attaquer. Styrbjörn, surpris, ordonna à ses hommes de se préparer au combat. Mais la véritable ruse d'Éric allait au-delà de cette simple diversion. La veille de la bataille, il avait fait répandre une rumeur parmi ses propres troupes. Il avait offert un sacrifice aux dieux, promettant de donner sa propre vie en échange de la victoire. Cette rumeur était destinée à être entendue par les espions de Styrbjörn et à être rapportée à leur maître. Le plan fonctionna à la perfection. Styrbjörn apprit qu'Éric était prêt à mourir pour sauver son royaume, ce qui, selon les croyances nordiques, garantissait presque certainement l'intervention divine en sa faveur. Cette information commença à ébranler la confiance de Styrbjörn, qui commença à craindre que les dieux ne soient pas de son côté. Pendant ce temps, Éric mit en œuvre la deuxième partie de sa ruse. Il envoya un de ses fidèles lieutenants se rendre à Styrbjörn sous prétexte de trahir son roi. Ce lieutenant prétendit qu'Éric avait caché une partie de son trésor dans les marais et qu'il était prêt à révéler sa localisation en échange d'une récompense. Styrbjörn, avide de richesses et toujours persuadé de sa supériorité, tomba dans le piège. Il suivit le traître dans les marais, emmenant avec lui une partie de ses meilleures troupes, espérant s'emparer du trésor avant la bataille. C'est exactement ce qu'Éric avait prévu. En attirant Styrbjörn et ses guerriers d'élite dans les marais, il les séparait du reste de leur armée et les plaçait dans une position extrêmement vulnérable. Alors que Styrbjörn et ses hommes s'enfonçaient dans les marais à la recherche du trésor imaginaire, Éric donna le signal de l'attaque. Ses guerriers, cachés dans les roseaux, surprirent les forces de Styrbjörn qui furent prises au dépourvu. Le combat fut féroce. Les Danois, désavantagés par le terrain et surpris par l'attaque, luttèrent vaillamment mais furent rapidement submergés.
Styrbjörn, réalisant qu'il avait été trompé, tenta de rallier ses hommes, mais il était trop tard. Pendant ce temps, le reste de l'armée danoise, qui attendait sur les plaines, voyait les feux s'allumer sur les collines et entendait les bruits de la bataille dans les marais. Sans leur chef et incertains de la situation, les Danois commencèrent à paniquer. C'est à ce moment qu'Éric déclencha la dernière phase de son plan. Il fit sonner des cors dans toutes les directions, donnant l'impression que des renforts suédois arrivaient de partout. Les Danois, déjà démoralisés et désorganisés, prirent la fuite, persuadés d'être confrontés à une armée bien supérieure en nombre. La bataille se transforma rapidement en déroute pour les forces de Styrbjörn. Beaucoup de guerriers danois furent tués en tentant de s'échapper à travers les marais, tandis que d'autres se rendirent ou prirent la fuite vers leurs navires. Styrbjörn lui-même combattit jusqu'à la fin. Selon les sagas, il fut tué par Éric lors d'un duel singulier, bien que les détails de ce combat varient selon les sources. Ce qui est certain, c'est que sa mort marqua la fin de la rébellion et la victoire décisive d'Éric. La victoire d'Éric à Fyrisvellir eut des conséquences profondes pour la Suède et pour toute la région scandinave. Tout d'abord, elle consolida le pouvoir d'Éric et établit fermement sa dynastie sur le trône suédois. Il régnerait pendant encore plusieurs années, étendant son influence sur de vastes territoires et unifiant une grande partie de la Suède sous son autorité. La défaite de Styrbjörn mit également fin aux ambitions danoises sur la Suède pour un temps. Harald Dent Bleu, ayant perdu une partie importante de ses forces et son gendre, se concentra sur la consolidation de son propre royaume. La bataille de Fyrisvellir marqua donc un tournant dans les relations entre la Suède et le Danemark, établissant un équilibre des pouvoirs qui allait perdurer pendant des décennies. Sur le plan militaire, la bataille devint un exemple classique de l'utilisation de la ruse et de la stratégie pour surmonter une infériorité numérique. Les sagas nordiques la citèrent souvent comme un modèle de leadership et d'ingéniosité, et elle fut étudiée par de nombreux chefs de guerre scandinaves dans les siècles qui suivirent. La bataille eut également des conséquences culturelles importantes. Elle renforça le prestige du temple d'Uppsala en tant que centre politique et religieux de la Suède et contribua à l'émergence d'une identité suédoise distincte face aux influences danoises et norvégiennes. Enfin, sur le plan personnel, la victoire valut à Éric son surnom de « le Victorieux », qui allait rester rattaché à son nom dans l'histoire. Il devint l'un des rois les plus respectés et les plus craints de son époque, et son règne est souvent considéré comme un âge d'or pour la Suède. Plus de 1000 ans après la bataille de Fyrisvellir, son héritage perdure dans la culture et l'histoire suédoise. Le récit de cette confrontation a été transmis à travers les sagas, les poèmes et les chroniques, devenant une partie intégrante du mythe fondateur de la nation suédoise. Ce qui rend cette histoire particulièrement pertinente aujourd'hui, c'est la manière dont elle illustre des thèmes universels. Le conflit entre l'ambition personnelle et le devoir envers la communauté, la victoire de l'intelligence sur la force brute et l'importance de la ruse et de la stratégie dans la résolution des conflits. La bataille de Fyrisvellir a également inspiré de nombreuses œuvres artistiques et littéraires au fil des siècles. Des poètes aux romanciers, en passant par les compositeurs et les cinéastes, nombreux sont ceux qui ont été fascinés par cette histoire de trahison, de courage et d'ingéniosité. Sur le plan historique, la bataille marque un moment crucial dans la transition de l'ère viking vers le Moyen-Âge scandinave. Elle illustre comment les royaumes scandinaves commençaient à se structurer, à se territorialiser et à s'affirmer comme des entités politiques distinctes, un processus qui allait finalement conduire à la formation des nations modernes de Suède, de Danemark et de Norvège. Au-delà de son importance historique, la bataille de Fyrisvellir nous offre des leçons intemporelles sur la nature du pouvoir et du leadership. La victoire d'Éric le Victorieux nous montre que le vrai leadership ne réside pas seulement dans la force ou le courage, mais aussi dans la capacité à comprendre la psychologie de ses adversaires et à utiliser l'intelligence pour atteindre ses objectifs. La ruse d'Éric, qui consista à exploiter les faiblesses et les croyances de son ennemi, démontre l'importance de la connaissance et de la préparation dans toute confrontation. En comprenant les motivations de Styrbjörn, en anticipant ses réactions et en utilisant le terrain à son avantage, Éric a pu transformer une situation désavantageuse en une victoire éclatante.
Cette bataille nous rappelle également que l'histoire est souvent façonnée par des individus dont les décisions et les actions peuvent avoir des conséquences durables. Le choix d'Éric de défier son neveu, la détermination de Styrbjörn à reconquérir ce qu'il considérait comme son héritage, et l'alliance entre Styrbjörn et Harald Dampbleu sont autant de décisions individuelles qui ont profondément influencé le cours de l'histoire scandinave. Il est important de noter que notre connaissance de la bataille de Fyrisvellir provient principalement de sources médiévales, notamment les sagas islandaises et les chroniques suédoises. Ces sources, bien que précieuses, doivent être interprétées avec prudence, car elles ont été rédigées des siècles après les événements qu'elles décrivent et sont souvent teintées de légendes et de mythes. La source la plus détaillée sur la bataille est la saga de Styrbjörn, un récit islandais du XIIIe siècle qui raconte les exploits du prétendant au trône suédois. Bien que cette saga contienne sans doute des éléments historiques, elle mélange également faits et fiction, ce qui rend difficile la distinction entre ce qui s'est réellement passé et ce qui relève de l'imagination de son auteur. D'autres sources, comme la chronique d'Adam de Brême ou les Gesta Danorum de Saxo Grammaticus, mentionnent également la bataille, mais de manière plus succincte et souvent avec des détails différents. Ces divergences entre les sources témoignent de la complexité de l'histoire scandinave de cette époque et de la difficulté à reconstituer précisément les événements. Malgré ces incertitudes, la bataille de Fyrisvellir reste un événement historique majeur dont l'existence est attestée par plusieurs sources indépendantes. Ce qui peut varier, ce sont les détails du déroulement de la bataille et les motivations exactes des protagonistes. Au XXe et XXIe siècle, des découvertes archéologiques ont apporté un nouvel éclairage sur la bataille de Fyrisvellir et sur la période à laquelle elle s'est déroulée. Des fouilles menées dans la région d'Uppsala ont mis au jour des tombes de guerriers datant de la fin du Xe siècle, contenant des armes et des équipements similaires à ceux décrits dans les sagas. Ces découvertes suggèrent qu'une importante bataille a bien eu lieu dans la région à cette époque, confirmant ainsi le récit des sources médiévales. Des analyses isotopiques des squelettes ont révélé que certains des guerriers enterrés n'étaient pas originaires de Suède, ce qui pourrait indiquer la présence de forces étrangères, comme les Danois mentionnés dans les sagas. Des objets tels que des épées, des boucliers et des casques ont également été découverts, offrant un aperçu de l'équipement militaire de l'époque. Ces trouvailles confirment que les guerriers scandinaves de la fin de l'ère viking étaient bien armés et équipés pour le combat, contrairement à l'image parfois simpliste du barbare nordique. Plus récemment, des techniques de prospection géophysique ont permis d'identifier des structures souterraines dans la plaine de Fyrisvellir qui pourraient correspondre à des fortifications ou à des tranchées datant de la période de la bataille. Ces découvertes suggèrent que le site de la bataille était peut-être préparé pour un affrontement, ce qui renforce l'idée qu'Éric avait bien planifié sa stratégie en utilisant le terrain à son avantage. La bataille de Fyrisvellir revêt également une importance religieuse significative. À la fin du Xe siècle, la Scandinavie était à un carrefour religieux, entre les croyances traditionnelles nordiques et la montée du christianisme. Cette tension religieuse se reflète dans le récit de la bataille. Éric le Victorieux était encore attaché aux anciennes croyances nordiques, et sa victoire fut souvent interprétée comme une preuve de la faveur des dieux, en particulier d'Odin, le dieu de la guerre et de la sagesse. Le fait qu'Éric ait offert un sacrifice aux dieux avant la bataille, comme le rapportent les sagas, souligne l'importance de la religion dans la conception scandinave de la guerre et du pouvoir. De son côté, Styrbjörn, bien que lui aussi probablement païen, s'était allié avec les Danois, qui étaient en voie de christianisation sous le règne de Harald Dampbleu. Cette alliance peut être vue comme un symbole des changements religieux qui secouaient la Scandinavie à cette époque. La victoire d'Éric fut donc interprétée par certains comme un triomphe des anciennes croyances sur les nouvelles influences chrétiennes. Ironiquement, c'est le fils d'Éric, Olof Skotkonung, qui deviendrait le premier roi chrétien de Suède, marquant la fin définitive de l'ère païenne dans ce pays. Au fil des siècles, la bataille de Fyrisvellir est devenue un élément important de l'identité nationale suédoise. Elle est souvent présentée comme un moment fondateur, où la Suède a affirmé son indépendance face aux ambitions étrangères et a établi les bases de son unité nationale. Pendant la période de grandeur de la Suède au XVIIe siècle, la bataille était fréquemment évoquée comme un exemple du courage
et de l'ingéniosité du peuple suédois. Des peintures, des poèmes et des pièces de théâtre célébraient la victoire d'Éric le Victorieux, présentant ce dernier comme un modèle de vertu et de patriotisme. Au XIXe siècle, lors de la montée du nationalisme romantique en Europe, la bataille de Fyrisvellir connut un regain d'intérêt. Des historiens et des écrivains suédois la redécouvrirent, y voyant un symbole de la résistance suédoise face aux invasions étrangères et de la détermination du peuple suédois à préserver son indépendance. Même aujourd'hui, la bataille continue de fasciner les Suédois. Des festivals historiques, des expositions muséales et des publications académiques lui sont consacrées, témoignant de sa place durable dans la culture et l'histoire suédoise. La bataille de Fyrisvellir présente des parallèles intéressants avec d'autres batailles célèbres de l'histoire, où des forces inférieures en nombre ont triomphé grâce à la stratégie et à la ruse. On peut penser à la bataille de Cannes en 216 avant Jésus-Christ. J.C., où le général carthaginois Hannibal a encerclé et vaincu une armée romaine bien supérieure en nombre grâce à une stratégie audacieuse. Comme Éric, Hannibal a utilisé la connaissance du terrain et la psychologie de son adversaire pour compenser son infériorité numérique. Plus près de nous, la bataille d'Azincourt en 1415 offre un autre exemple similaire. Là encore, une force anglaise inférieure en nombre a triomphé de l'armée française grâce à une combinaison de facteurs: le choix judicieux du terrain, l'utilisation efficace des archers et les erreurs tactiques des Français. Ces parallèles montrent que les leçons de Fyrisvellir sont universelles et intemporelles. La victoire d'Éric le Victorieux illustre un principe fondamental de la stratégie militaire. La supériorité numérique n'est pas le seul facteur déterminant dans une bataille. La préparation, la connaissance du terrain, la discipline et l'ingéniosité peuvent souvent faire la différence entre la défaite et la victoire. Au-delà des cercles académiques et historiques, la bataille de Fyrisvellir a également trouvé sa place dans la culture populaire. Des romans historiques aux bandes dessinées, en passant par les jeux vidéo et les séries télévisées, de nombreux créateurs ont puisé inspiration dans cet événement pour leurs œuvres. L'un des exemples les plus notables est la série de romans The Long Ships, de l'écrivain suédois Frans J. Bengtsson, qui évoque la bataille de Fyrisvellir dans le contexte plus large des aventures vikings. Plus récemment, la série télévisée Vikings a également fait référence à cette bataille, bien que de manière romancée. Dans le domaine des jeux vidéo, des titres comme Crusader Kings ou Total War Thrones of Britannia permettent aux joueurs de revivre des batailles de l'ère viking, dont certaines s'inspirent de la confrontation entre Éric et Styrbjörn. Ces représentations, bien que parfois éloignées de la réalité historique, contribuent à maintenir vivant l'intérêt pour cette période et pour la bataille de Fyrisvellir en particulier. Elles permettent à un public plus large de découvrir cet épisode fascinant de l'histoire scandinave. Comme pour de nombreux événements de l'ère viking, la bataille de Fyrisvellir fait l'objet de controverses et de débats parmi les historiens. L'un des points les plus discutés concerne la date exacte de la bataille. Alors que certaines sources la situent autour de l'an 984, d'autres avancent des dates différentes, allant de 980 à 990. Un autre débat porte sur l'ampleur réelle de la bataille. Certains historiens estiment que les chiffres rapportés par les sagas, qui parlent de milliers de combattants, sont exagérés. Ils suggèrent que la bataille a probablement impliqué des forces plus modestes, peut-être quelques centaines d'hommes de chaque côté. La nature même de la ruse d'Éric fait également l'objet de discussions. Alors que les sagas décrivent en détail la stratégie du roi suédois, certains historiens pensent que ces détails ont été embellis au fil du temps pour dramatiser le récit. Selon eux, la victoire d'Éric pourrait s'expliquer par des facteurs plus simples, comme une meilleure connaissance du terrain ou une plus grande discipline de ses troupes. Enfin, la personnalité et les motivations des protagonistes, Éric et Styrbjörn, sont également sujettes à interprétation. Les sagas les dépeignent comme des figures héroïques, mais la réalité était probablement plus complexe. Éric n'était peut-être pas le roi sage et bienveillant décrit dans les récits, et Styrbjörn n'était pas nécessairement le traître avide de pouvoir présenté par les sources favorables à Éric. Malgré ces controverses, la bataille de Fyrisvellir reste un événement historique majeur, dont l'existence est attestée par plusieurs sources indépendantes. Les débats actuels témoignent de la vitalité de la recherche historique et de la complexité de l'ère viking.
Pour pleinement comprendre la signification de la bataille de Fyrisvellir, il faut la replacer dans le contexte plus large de l'ère viking. Cette période, s'étendant approximativement du 8e au 11e siècle, fut marquée par d'importants changements sociaux, politiques et culturels en Scandinavie. L'une des caractéristiques de l'ère viking était l'importance des guerriers et de l'activité militaire. Les raids vikings, qui ont frappé une grande partie de l'Europe, ont contribué à façonner l'image du guerrier nordique comme une figure centrale de la société scandinave. Dans ce contexte, la bataille de Fyrisvellir peut être vue comme une manifestation de cette culture guerrière. Mais l'ère viking fut aussi une période de formation des États et de consolidation du pouvoir royal. Les rois comme Éric le Victorieux jouèrent un rôle crucial dans ce processus, unifiant des territoires auparavant fragmentés et établissant des structures administratives plus centralisées. La victoire d'Éric à Fyrisvellir fut une étape importante dans cette évolution, renforçant son autorité et contribuant à l'émergence d'un royaume de Suède plus cohérent. Enfin, l'ère viking fut marquée par des échanges intenses avec le reste de l'Europe. Les Vikings n'étaient pas seulement des guerriers, mais aussi des commerçants, des explorateurs et des diplomates. La bataille de Fyrisvellir, qui opposa des forces suédoises et danoises, témoigne de ces interactions complexes entre les différentes entités scandinaves et de la compétition pour l'influence et le pouvoir dans la région. La bataille de Fyrisvellir offre un aperçu précieux des techniques militaires en vigueur à la fin de l'ère viking. Les guerriers scandinaves de cette période étaient équipés d'armes et d'armures spécifiques, adaptées à leur style de combat. L'arme principale de l'infanterie viking était la hache, souvent une hache à longue manche appelée hache danoise. Cette arme, redoutable au corps à corps, pouvait briser les boucliers et les armures. Les épées étaient également utilisées, mais elles étaient plus coûteuses et donc réservées aux guerriers les plus riches ou les plus prestigieux. Pour la défense, les guerriers utilisaient des boucliers ronds, souvent en bois avec un numbo central en fer. Ces boucliers pouvaient être utilisés individuellement ou en formation, comme la célèbre muraille de boucliers, ou Skjaldborg, où les boucliers étaient superposés pour créer une barrière protectrice. Les casques, contrairement à l'image populaire, n'avaient généralement pas de cornes. Ils étaient simples, coniques et protégèrent principalement le sommet de la tête. Les armures, quand elles existaient, étaient souvent en cuir renforcé ou en mailles d'anneaux métalliques. Sur le plan tactique, les Vikings privilégiaient souvent l'attaque surprise et la mobilité. Ils utilisaient leurs navires non seulement pour le transport, mais aussi comme des plateformes d'attaque rapides et efficaces. À terre, ils combattaient souvent en formation souple, capables de s'adapter rapidement aux conditions du champ de bataille. La bataille de Fyrisvellir illustre bien ces caractéristiques. La ruse d'Éric, qui consista à attirer les forces de Styrbjörn dans un terrain marécageux où leur mobilité était réduite, montre une compréhension fine des tactiques militaires de l'époque et de la manière de les contrer. Au-delà des aspects purement militaires, la bataille de Fyrisvellir nous donne un aperçu de la vie des guerriers à la fin de l'ère viking. Ces hommes, souvent jeunes, vivaient dans une société où le courage au combat et la loyauté envers son chef étaient des vertus primordiales. Le quotidien d'un guerrier viking était rythmé par l'entraînement aux armes, la préparation des expéditions militaires ou commerciales et la participation aux assemblées locales, où les décisions importantes étaient prises. La vie en communauté était forte et les liens de fraternité entre guerriers étaient souvent comparés à des liens familiaux. La religion occupait également une place centrale dans la vie des guerriers. Les dieux nordiques, comme Odin, Thor ou Tyr, étaient des figures de référence, et les rituels religieux accompagnèrent souvent les activités militaires. Avant une bataille, il était courant d'offrir des sacrifices aux dieux pour s'assurer de leur faveur. La mort au combat était considérée comme une fin honorable, ouvrant les portes du Valhalla, le paradis des guerriers où ils passeraient l'éternité à combattre et à festoyer. Cette croyance donnait aux guerriers un courage et une détermination remarquables au combat. La bataille de Fyrisvellir, avec ses enjeux politiques et religieux, s'inscrit pleinement dans ce contexte. Les guerriers qui y participèrent, qu'ils soient suédois ou danois, étaient motivés par un mélange de loyauté envers leur chef, de croyances religieuses et d'espoir de gloire et de richesse. Si la bataille de Fyrisvellir est avant tout une histoire de guerriers et de rois,
il serait réducteur de ne pas mentionner le rôle des femmes dans la société scandinave de cette époque. Contrairement à une idée reçue, les femmes vikings jouissaient d'un statut relativement élevé comparé à leurs contemporaines d'autres parties de l'Europe. Les femmes scandinaves avaient des droits juridiques importants. Elles pouvaient hériter de biens, demander le divorce et, dans certains cas, exercer une forme de pouvoir politique. Des tombes féminines riches ont été découvertes, témoignant de la possibilité pour certaines femmes d'accumuler des richesses et d'exercer une influence. Dans le domaine militaire, si les femmes ne combattaient généralement pas aux côtés des hommes, des exceptions existent. La saga de Hervor, par exemple, raconte l'histoire d'une guerrière exceptionnelle qui se déguise en homme pour combattre. Des découvertes archéologiques récentes, comme une tombe de guerriers contenant des armes et des objets typiquement féminins, ont relancé le débat sur l'existence de guerrières vikings. Dans le contexte de la bataille de Fyrisvellir, les femmes ont certainement joué un rôle important, bien que moins visible. Elles ont probablement soutenu leurs maris et leurs fils, géré les domaines en l'absence des hommes et participé aux rituels religieux qui accompagnaient la préparation de la bataille. Thyri, la femme de Styrbjörn et fille du roi danois Harald Danbleu, est un exemple de l'influence que pouvaient exercer les femmes de l'aristocratie. Son mariage avec Styrbjörn scella une alliance politique cruciale, et elle a probablement joué un rôle dans les négociations et les décisions qui ont mené à la bataille. La bataille de Fyrisvellir se déroule à une période de transformations économiques importantes en Scandinavie. L'ère viking, dans sa phase tardive, voit le développement de centres urbains et commerciaux, ainsi que l'intensification des échanges avec le reste de l'Europe. Des villes comme Birka en Suède, Hedeby au Danemark ou Kaupang en Norvège deviennent des hubs commerciaux importants, où s'échangent des produits locaux et importés. Les Vikings commercent avec les Byzantins, les Arabes, les Francs et bien d'autres peuples, important des soieries, des épices, des vins et exportant du fer, du bois, des fourrures et des esclaves. Cette activité commerciale génère des richesses considérables qui contribuent à l'émergence d'une élite aristocratique et à la consolidation des royaumes. Les rois, comme Éric le Victorieux, tirent une partie de leur pouvoir de leur capacité à contrôler et à taxer ces flux commerciaux. Dans ce contexte, la bataille de Fyrisvellir peut être vue comme une lutte pour le contrôle des richesses et des routes commerciales. En s'emparant du trône de Suède, Styrbjörn espérait probablement mettre la main sur les ressources économiques du royaume, notamment les mines de fer de la région de Bergslagen, qui étaient déjà exploitées à cette époque. La victoire d'Éric lui permit de consolider son contrôle sur ses ressources économiques, renforçant ainsi son pouvoir et permettant le développement du royaume de Suède. Les décennies qui suivirent la bataille virent une expansion économique et urbaine significative en Suède, témoignant de l'importance des enjeux économiques derrière le conflit. La fin de l'ère viking fut une période de grande créativité artistique et culturelle en Scandinavie. La bataille de Fyrisvellir se déroule à un moment où l'art viking atteint son apogée, avec des styles décoratifs complexes et sophistiqués. L'art viking se caractérise par ses motifs entrelacés, ses représentations stylisées d'animaux et ses formes géométriques. On le retrouve sur une grande variété de supports, des pierres runiques aux bijoux, en passant par les armes, les navires et les objets du quotidien. La pierre runique de Hovgorden, près d'Uppsala, datant de cette époque, illustre bien cet art. Bien qu'elle ne mentionne pas directement la bataille de Fyrisvellir, elle témoigne de la richesse culturelle de la région à cette période. La poésie était également une forme d'art majeure dans la société viking. Les skalds, poètes de cour, composaient des vers complexes, célébrant les exploits des rois et des guerriers. La bataille de Fyrisvellir a certainement inspiré de nombreux poèmes, bien que la plupart n'aient pas survécu jusqu'à nos jours. Enfin, l'artisanat était très développé, avec des artisans spécialisés dans le travail du métal, du bois, du textile et de l'os. Les objets produits, souvent de grande qualité, témoignent d'un savoir-faire technique et d'un sens esthétique remarquable. Cette richesse culturelle nous rappelle que la société viking, loin de se réduire à une culture de la violence et de la guerre, était une société complexe et sophistiquée, où l'art et la créativité occupaient une place centrale. La bataille de Fyrisvellir s'inscrit dans un contexte de relations complexes entre les peuples scandinaves et leurs voisins.
À la fin du Xe siècle, les Vikings n'étaient plus seulement des raiders redoutés, mais aussi des acteurs politiques et commerciaux importants en Europe. Avec les peuples slaves de l'Est, les Vikings entretenaient des relations intenses. Des routes commerciales reliaient la Scandinavie à Byzance et au monde arabe, traversant les territoires slaves. Des varègues, comme l'ont été certains des guerriers de Styrbjörn, servaient dans la garde varègue de l'empereur byzantin. À l'ouest, les Vikings avaient établi des royaumes en Irlande, en Écosse, en Angleterre et en France. Le duché de Normandie, par exemple, avait été accordé au chef viking Rollon en 911 par le roi de France Charles le Grand. Ces établissements vikings entretenaient des relations complexes avec leurs voisins, alternant entre conflits et alliances. Au sud, les relations avec le Saint-Empire romain germanique étaient également importantes. Des missions chrétiennes tentèrent de convertir les peuples scandinaves, avec des succès variables. C'est d'ailleurs à cette époque que le christianisme commençait à faire des incursions significatives en Scandinavie, un processus qui allait transformer profondément la région. Dans ce contexte, la bataille de Fyrisvellir peut être vue comme une manifestation des dynamiques internes à la Scandinavie, mais aussi comme un événement influencé par ses relations extérieures. L'alliance entre Styrbjörn et les Danois, par exemple, s'inscrit dans un réseau plus large d'alliances et de rivalités qui dépassait le cadre strictement scandinave. La bataille de Fyrisvellir se déroule à un moment charnière de l'histoire religieuse de la Scandinavie, à la veille de la christianisation de la région. Cette transition religieuse allait profondément transformer les sociétés scandinaves, y compris dans leur conception du pouvoir et de la guerre. À la fin du Xe siècle, la plupart des Scandinaves étaient encore païens, adorant des dieux comme Odin, Thor, Freyr ou Freyja. Ces divinités étaient associées à des aspects spécifiques de la vie et de la nature, et leur culte impliquait des rituels complexes, souvent menés par des prêtres spécialisés. Cependant, le christianisme gagnait du terrain. Des missionnaires, venus principalement d'Allemagne et d'Angleterre, tentèrent de convertir les peuples scandinaves. Le roi danois Harald Danbleu, l'allié de Styrbjörn, s'était lui-même converti au christianisme vers 965, bien que sa conversion semble avoir été motivée autant par des considérations politiques que par une foi personnelle. En Suède, la transition vers le christianisme était plus lente. Éric le Victorieux était encore païen, et sa victoire à Fyrisvellir fut interprétée comme un triomphe des anciennes dieux. Ironiquement, c'est son fils, Olof Skötkonung, qui devint le premier roi chrétien de Suède, marquant la fin définitive de l'ère païenne dans ce pays. Cette transition religieuse eut des conséquences profondes sur la société suédoise. Elle modifia les conceptions du pouvoir royal, les structures sociales et même les pratiques funéraires. La bataille de Fyrisvellir, dernière grande victoire d'un roi païen en Suède, symbolise ainsi la fin d'une époque et l'aube d'une nouvelle période de l'histoire scandinave. Bien que les sources anciennes ne donnent pas de chiffres précis, la bataille de Fyrisvellir a certainement eu des conséquences démographiques significatives pour la région d'Uppsala et pour la Suède en général. Les pertes humaines, probablement concentrées parmi les jeunes hommes en âge de combattre, ont pu créer un déséquilibre démographique temporaire. Ce type de déséquilibre pouvait avoir des effets à long terme sur la structure de la société, notamment en termes de mariage et de transmission des patrimoines. La bataille a également pu provoquer des déplacements de population. Les guerriers danois survivants ont probablement fui vers leurs navires et sont retournés au Danemark, emmenant peut-être avec eux des prisonniers suédois. Inversement, des Suédois vivant dans les zones contrôlées par les forces de Styrbjörn ont pu être déplacés ou fuir la violence. À plus long terme, la victoire d'Éric le Victorieux a pu favoriser une certaine stabilité démographique en mettant fin aux conflits internes et en renforçant l'autorité centrale. Cette stabilité était une condition préalable au développement économique et à la croissance démographique que connut la Suède au XIe siècle. Il est difficile d'évaluer précisément ces conséquences démographiques en raison du manque de sources fiables. Cependant, l'impact de la bataille sur la population de la région a certainement été significatif, contribuant à façonner la démographie suédoise pour les décennies à venir. La manière dont la bataille de Fyrisvellir a été remembered et interprétée à travers les âges nous en dit beaucoup sur les préoccupations et les valeurs des différentes époques. Au Moyen Âge, la bataille était souvent présentée comme un conflit entre le bien et le mal,
Eric étant dépeint comme un roi juste et légitime, et Styrbjörn comme un traître avide de pouvoir. Cette interprétation morale servait à légitimer l'autorité royale et à renforcer l'idée de la légitimité dynastique. À la Renaissance, avec le renouveau de l'intérêt pour l'Antiquité et les grandes figures historiques, la bataille de Fyrisvellir fut redécouverte comme un exemple de courage et d'ingéniosité militaire. Des érudits suédois commencèrent à étudier les sources anciennes, cherchant à distinguer les faits historiques des éléments légendaires. Au XIXe siècle, avec l'émergence du nationalisme romantique, la bataille devint un symbole de l'indépendance et de la résistance suédoise. Des poètes et des artistes s'en inspirèrent pour célébrer la grandeur passée de la nation suédoise et encourager un sentiment d'unité nationale. Au XXe siècle, l'approche de la bataille devint plus critique et scientifique. Les historiens, utilisant des méthodes plus rigoureuses, s'efforcèrent de reconstituer les événements avec plus de précision, tout en analysant les contextes sociaux, économiques et politiques dans lesquels la bataille s'était inscrite. Aujourd'hui, la bataille de Fyrisvellir est étudiée dans une perspective multidisciplinaire, combinant l'histoire, l'archéologie, l'anthropologie et d'autres disciplines. Elle continue de fasciner, non seulement comme un événement militaire spectaculaire, mais aussi comme une fenêtre sur la société et la culture de l'ère viking. La bataille de Fyrisvellir offre de précieuses leçons sur le leadership, qui restent pertinentes aujourd'hui dans des contextes bien différents de la guerre médiévale. La première leçon est l'importance de la connaissance. Éric le Victorieux a triomphé parce qu'il connaissait mieux son ennemi, son terrain et les ressources à sa disposition. Cette connaissance lui a permis de développer une stratégie adaptée à sa situation spécifique, plutôt que de s'en remettre à des approches génériques. La deuxième leçon est la valeur de la créativité et de l'innovation. Face à un problème apparemment insoluble, comment vaincre une armée bien supérieure en nombre, Éric a pensé hors du cadre, développant une solution originale qui a pris son adversaire par surprise. La troisième leçon est l'importance de la psychologie dans le leadership. Éric a compris que la victoire ne dépendait pas seulement des facteurs matériels, mais aussi de l'état d'esprit de ses troupes et de celle de son ennemi. En manipulant les perceptions et les croyances, il a réussi à créer un avantage psychologique décisif. La quatrième leçon est la nécessité de la préparation et de la planification. La victoire d'Éric n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une préparation minutieuse et d'une exécution précise. Chaque étape de son plan a été soigneusement conçue et coordonnée. Enfin, la cinquième leçon est l'importance de la résilience. Malgré une situation désavantageuse, Éric n'a jamais abandonné. Au contraire, il a transformé ses faiblesses en force, utilisant sa position d'infériorité comme un catalyseur pour l'innovation et la créativité. Ces leçons de leadership, tirées d'un événement vieux de plus de 1000 ans, continuent d'inspirer les leaders dans des domaines aussi variés que la politique, les affaires ou le sport. Au-delà de son importance historique, la bataille de Fyrisvellir revêt une signification symbolique profonde qui résonne à travers les âges. Sur le plan symbolique, la bataille représente le triomphe de l'intelligence sur la force brute, de la stratégie sur la supériorité numérique. C'est une illustration classique de l'idée que la victoire ne dépend pas seulement de la puissance, mais aussi de la manière dont cette puissance est utilisée. La bataille symbolise également la transition entre deux époques. Dernière grande victoire d'un roi païen en Suède, elle marque la fin de l'ère viking et le début du Moyen Âge scandinave. Elle incarne le passage d'une société basée sur les raids et les conquêtes à une société plus structurée et sédentaire. Sur le plan politique, la bataille symbolise la consolidation du pouvoir royal et l'émergence des États-nations en Scandinavie. La victoire d'Éric le Victorieux a contribué à unifier la Suède sous une autorité centrale, posant les bases du royaume suédois moderne. Enfin, sur le plan culturel, la bataille symbolise la richesse et la complexité de la culture viking, souvent réduite à tort à une simple culture de la violence. La ruse d'Éric, les motivations complexes de Styrbjörn et les enjeux politiques et religieux du conflit témoignent d'une société sophistiquée, capable de réflexion stratégique et de manipulation politique. Cette signification symbolique explique pourquoi la bataille de Fyrisvellir continue de fasciner et d'inspirer, plus de 1000 ans après avoir eu lieu. La figure d'Éric le Victorieux, telle qu'il émerge du récit de la bataille de Fyrisvellir, présente des parallèles intéressants
avec d'autres figures historiques connues pour leur ingéniosité stratégique. On peut penser à Jules César, qui, comme Éric, a souvent triomphé d'ennemis supérieurs en nombre grâce à des stratégies audacieuses et une connaissance fine du terrain. La bataille d'Alésia, où César a encerclé et vaincu une armée gauloise bien plus nombreuse, présente des similitudes avec la manière dont Éric a utilisé la ruse pour surmonter son infériorité numérique. Plus près de nous, Napoléon Bonaparte partage avec Éric cette capacité à utiliser la psychologie et la surprise pour déséquilibrer ses adversaires. Comme Éric, Napoléon comprenait que la victoire dépendait autant de l'état d'esprit de ses troupes et de ceux de son ennemi que des facteurs purement matériels. Dans un contexte très différent, on peut également établir des parallèles avec des figures comme Nelson Mandela, qui a utilisé la compréhension psychologique de ses adversaires pour surmonter des situations apparemment désespérées. Comme Éric, Mandela a transformé sa position de faiblesse en une force, utilisant la ruse et la stratégie pour atteindre ses objectifs. Ces comparaisons ne visent pas à assimiler ces figures historiques, qui appartiennent à des époques et des contextes très différents. Elles soulignent plutôt l'universalité de certaines qualités de leadership, l'intelligence, la créativité, la résilience, qui transcendent les époques et les cultures. L'histoire de la bataille de Firisvélir a inspiré de nombreuses adaptations modernes qui témoignent de sa pertinence continue dans notre culture contemporaine. Dans la littérature, des romans historiques comme The Last Viking de Poul Anderson ou Raven de Giles Christian s'inspirent de la bataille et de ses protagonistes pour créer des récits captivants sur l'ère viking. Ces œuvres, bien que fictionnelles, s'efforcent de rester fidèles à l'esprit de l'époque et de transmettre la richesse de la culture nordique. Au cinéma et à la télévision, la bataille a été représentée, parfois de manière romancée, dans des films et des séries sur les Vikings. Ces adaptations visuelles contribuent à populariser cette période de l'histoire et à la rendre accessible à un public plus large. Dans le domaine du jeu vidéo, des titres comme Assassin's Creed Valhalla ou God of War incluent des références à la bataille de Firisvélir ou à ses personnages, permettant aux joueurs de s'immerger dans l'univers viking et d'expérimenter virtuellement des batailles épiques. Enfin, dans le domaine de l'éducation, la bataille est souvent utilisée comme un cas d'étude pour enseigner des concepts de stratégie, de leadership ou d'histoire médiévale. Des manuels scolaires, des documentaires et des cours en ligne lui sont consacrés, témoignant de sa valeur pédagogique. Ces adaptations modernes, bien que parfois éloignées de la réalité historique, contribuent à maintenir vivant l'intérêt pour la bataille de Firisvélir et pour l'ère viking en général. Elles permettent à de nouvelles générations de découvrir cet épisode fascinant de l'histoire scandinave. Plus de 1000 ans après avoir eu lieu, la bataille de Firisvélir continue de fasciner et d'inspirer. Cet affrontement, qui a opposé Éric le Victorieux à son neveu Styrbjörn le Fort, est bien plus qu'un simple épisode militaire. C'est une fenêtre sur une époque de transformation profonde, sur le passage de l'ère viking au Moyen-Âge scandinave. La victoire d'Éric, obtenue grâce à une ruse audacieuse plutôt qu'à la supériorité numérique, illustre des principes intemporels de stratégie et de leadership. Elle nous rappelle que l'intelligence, la créativité et la connaissance peuvent souvent l'emporter sur la force brute, une leçon qui reste pertinente dans de nombreux domaines aujourd'hui. La bataille de Firisvélir marque également un tournant dans l'histoire de la Suède. En consolidant le pouvoir d'Éric le Victorieux, elle a contribué à l'émergence d'un royaume suédois unifié et à la formation d'une identité nationale suédoise distincte. Elle symbolise la transition entre une époque de raids et de conquête et une ère de structuration politique et territoriale. Enfin, la bataille incarne la richesse et la complexité de la culture viking, souvent réduite à tort à une simple culture de la violence. Les motivations complexes des protagonistes, les enjeux politiques et religieux du conflit, et la sophistication de la stratégie d'Éric témoignent d'une société nuancée et sophistiquée. Alors que nous continuons d'explorer et de comprendre cette période fascinante de l'histoire, la bataille de Firisvélir reste un point de référence essentiel. Elle nous rappelle que l'histoire est non seulement l'étude du passé, mais aussi une source d'inspiration et de leçons pour le présent et l'avenir.